Bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreux. Donc je sais qu'il y a les partiels, donc c'est quelque chose d'assez important pour vous. Donc merci d'avoir fait l'effort de venir à cette conférence qui a été organisée par l'association Asso AES. Je tiens à les remercier parce qu'ils sont à l'initiative de cette conférence. Donc j'espère qu'on pourra les années suivantes continuer sur cette lancée. Donc merci à eux pour l'organisation logistique, pour avoir pensé à de nombreuses choses. Voilà. Concernant cette conférence, on va aborder des points qui sont étudiés par les chercheurs de Chrome. Donc c'est vrai que les questions cette année posées par les deuxièmes années d'AES sur que font les enseignants-chercheurs, ça a été le début d'une communication qui nous a permis d'aboutir à cette conférence sur que font les enseignants-chercheurs de Chrome, notre unité de recherche qui travaille sur les risques. Bien, on travaille sur les risques sur plusieurs points. Nous avons plusieurs disciplines dans le laboratoire. Nous avons les biologistes, des géochimistes, nous avons des économistes, nous avons des gestionnaires, des juristes. Donc on a beaucoup de disciplines, mais qui s'intéressent à quatre axes de recherche essentiellement. Un axe sur tout ce qui concerne la pollution, un axe concernant l'industrie du nucléaire, un troisième axe qui concerne le changement climatique et les changements environnementaux, et un dernier axe qui concerne les risques en situation d'urgence. Aujourd'hui, les thématiques abordées vont concerner essentiellement l'axe nucléaire avec deux présentations, l'axe 3 sur le changement climatique, et on aura aussi de nouveaux risques, puisque c'est l'intitulé de la conférence, la société face aux risques émergents. Nous avons, à cause ou grâce à l'intelligence artificielle, de nouveaux risques qui sont apparus dans la société. Donc nous aurons deux présentations qui seront dédiées à l'impact de l'utilisation de l'intelligence artificielle, soit à travers la modélisation de ce qui se passe sur les marchés financiers, soit d'un point de vue du droit, et comment le justiciable peut être affecté par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous allons commencer notre première présentation avec Monsieur Mirabel, qui est le doyen de la faculté d'économie de Montpellier, qui va nous parler d'une première problématique concernant le risque lié au changement climatique. Chaque présentation va durer à peu près une vingtaine de minutes. Ensuite, je donnerai la parole aux étudiants et à toute personne qui souhaite poser des questions de manière à animer le débat. Ensuite, on prendra une pause au bout de 3 présentations, vers 15h15, 15h30. Nous avons de quoi faire une petite pause avec du café, et nous aurons des présentations que vous voyez sur mon côté à ma droite. Vous avez une présentation qui a été faite par les deuxièmes années d'AES, et à ma gauche une présentation faite par un étudiant de 3e année d'AES sur la modélisation des marchés financiers, notamment grâce à la théorie du portefeuille de Markowitz, et notamment s'intéresser aux actifs verts ou aux actifs labellisés. Est-ce que ça a un impact sur le rendement des titres labellisés, et notamment est-ce que ça a un impact sur le risque? Voilà. Je laisse la parole à Monsieur Mirabel. Merci François. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Stéphane. Félicitations à tous les étudiants d'AES qui organisent ce séminaire, et je trouve que l'idée est particulièrement pertinente de montrer comment les chercheurs de Chrome peuvent répondre à des questions sur le risque climatique. Donc je suis quelqu'un d'assez bavard, je vais essayer de tenir le temps sur cette question qui nous préoccupe toutes et tous, qui nous préoccupe à la fois nous, générations passées, qui ont vécu sous l'ère pétrolière. Alors je crois qu'il y en a qui travaillent sur l'économie de l'énergie et ils savent que nous avons été très gourmands en pétrole, parce que le pétrole est l'énergie qui nous a permis d'être mobiles, qui nous a permis de croître, et qu'aujourd'hui, ces combustibles fossiles ont émis des émissions de dioxyde de carbone qui sont extrêmement préoccupantes pour l'avenir. Alors je vais commencer par quelques éléments d'introduction. Quoi qu'en pensent certains, et je pense en particulier à notre ami Donald, on n'a plus d'experts
qui remettent en cause ce réchauffement climatique. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les observations confirment ce réchauffement climatique. On a évidemment une diminution des glaciers. Vous savez que le pôle Sud pose beaucoup de questions, puisqu'on se rend compte que l'Antarctique est en train d'être rongé par-dessous, ce qui ferait que les prévisions qui étaient annoncées d'une augmentation du niveau des mers d'1 mètre d'ici 2050, d'ici 2100, elles sont aujourd'hui remises en cause, puisque des experts commencent à parler d'une augmentation des mers qui pourrait atteindre 6 mètres, si notamment dans le pôle Sud, l'Antarctique se disloque et se transforme en gros glaçon. Parce que vous faites l'expérience chez vous, vous mettez un glaçon dans un verre, et bien oui, ça fait mécaniquement monter le niveau de l'eau. Donc évidemment, les observations sont toutes dans le même sens, elles convergent pour dire que non, le réchauffement climatique n'est pas un canular. Je vous ai mis la courbe d'augmentation des températures depuis 1860. Et je crois que la courbe parle d'elle-même. On a vraiment une courbe qui est plutôt de type exponentiel. Et quoi qu'en disent certains politiques, aujourd'hui, on est inexorablement vers un réchauffement climatique de la planète. Alors avec toutes les conséquences économiques que cela pose, alors je ne vais même pas parler du coût économique, j'interviens aujourd'hui en tant qu'économiste, mais simplement, on le sait aujourd'hui, ça va entraîner des migrations climatiques extrêmement importantes. On parle de 200 millions d'habitants qui seront obligés de migrer, fourchette très basse. Certains experts évoquent des chiffres autour de 800 millions d'habitants qui seront à un moment donné dans une exode avec tous les problèmes géopolitiques à régler et puis des pénuries très importantes dans certaines régions du monde, pénuries en eau potable avec de l'insécurité alimentaire. J'ai pas envie qu'on passe un après-midi catastrophique, mais je crois que les chiffres parlent d'eux-mêmes et qu'il vaut mieux les poser sur la table pour mener une réflexion qui soit la plus saine et la plus transparente possible. Deuxième élément d'introduction, il n'y a plus de débat. Ce n'est pas le rayonnement cosmique qui entraîne aujourd'hui le réchauffement climatique. On a une corrélation parfaite entre l'augmentation des températures et la concentration de CO2 dans l'atmosphère. C'est-à-dire ceux qui pensent encore que le réchauffement actuel est lié au rayonnement cosmique se trompent. Je ne suis pas scientifique, mais après avoir lu l'ensemble des articles scientifiques sur la question, eh bien on se rend compte, vous voyez les deux courbes, il y en a une qui représente l'évolution des concentrations de CO2 dans l'atmosphère, l'autre qui représente le niveau des températures sur la planète. On est sur moins 400 000 jusqu'à nos jours. Ben, vous voyez que sur 400 000 années, on a une corrélation parfaite entre le niveau des températures et le niveau de concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, j'ai envie de dire, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que s'il y a moyen de secourir la planète, quelles sont les solutions que proposent les économistes? Alors, je vais essayer de vous donner, de vous évoquer une solution qui est avancée par les économistes, celle du signal prix carbone, en disant on va donner dans le prix des produits, et je vais expliquer un petit peu en détail ce que ça signifie, la valeur du carbone, de manière à ce que les gens choisissent en connaissance de cause dans leur acte quotidien de consommation, de mobilité. Donc, on va donner là encore quelques chiffres. Ensuite, on fera la triste constatation que les conférences des parties, depuis 24 conférences des parties internationales, sont un échec cuisant. Les pays les plus riches sont en train de mettre en place des politiques drastiques, on va en parler, et ces politiques drastiques risquent d'être incompatibles avec un réchauffement climatique qui est planétaire. Et donc, on évoquera la solution de la taxation carbone aux frontières, qui est évoqué depuis une quinzaine d'années par les économistes. Alors les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez ces courbes qui ont été diffusées lors de la COP21 à Paris. On est en 2015. Laurent Fabius est très content d'annoncer que la conférence de Paris est un vrai succès. Alors vous avez une courbe qui monte tout là-haut, qui montre un petit peu l'évolution des températures et qui vous montre, en fonction des rejets d'émissions de CO2, quel sera l'état des températures prévisibles dans l'atmosphère en 2100. Alors vous voyez que la courbe en violet qui monte, c'est ce qu'on appelle la courbe business as usual, le fil de l'eau. Si on ne fait rien, eh bien on va émettre en 2050, 2050 c'est demain, c'est dans 30 ans, on émettra en 2050 l'équivalent de 80 milliards à peu près de tonnes équivalent CO2. Et on est sur une trajectoire où les experts disent on serait entre 3 et 6 degrés d'augmentation des températures sur la planète. En bas, vous avez le scénario que les experts qualifient de raisonnable, en vert.
qui permettrait d'être autour de 2 degrés d'augmentation des températures sur la planète en 2050. Eh bien, il faudrait en 2050 être à 12 milliards de tonnes équivalent CO2. Inutile de vous dire que la tâche est plutôt complexe, on va revenir plus précisément sur ces chiffres, et que vous voyez la fameuse COP21 au milieu, qui montre un petit peu les engagements des États qui participent à la lutte contre le réchauffement climatique et qui s'engagent à réduire leurs émissions de CO2 sur la planète lors de la COP21 à Paris. Eh bien, vous voyez qu'on est très très loin du scénario que les experts qualifient de raisonnable et qui permettrait d'avoir en 2050 12 milliards de tonnes équivalent CO2 d'émis sur l'atmosphère, qui correspondrait en gros à ce qu'on appelle une neutralité carbone. En disant, si on arrive à émettre 12 milliards de tonnes équivalent CO2, c'est à peu près la capacité naturelle d'absorption du CO2 sur la planète. On stabiliserait notre concentration de CO2 dans l'atmosphère. Alors, un rapport du GIEC. Alors le GIEC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe d'experts sur l'évolution du climat. Et ce rapport du GIEC est sorti il y a une année. Clairement, les scientifiques l'ont dit, nous avons remis les chiffres aux politiques, nous leur avons donné les preuves, à eux de voir. Ce qu'ils expliquent, c'est que l'objectif, c'est d'être à moins de 2 degrés d'augmentation de la température. On a déjà pris 1 degré, on le sait, on ne pourra plus revenir en arrière, et qu'on a en fait 2 ans pour mettre en place des politiques internationales qui permettraient de limiter le réchauffement climatique à 2 degrés. Bref, on est plutôt sur des trajectoires anticipées autour de 3-4 degrés d'augmentation des températures, ce qui est une véritable catastrophe. J'ai mis tout le monde à l'aise, on va passer un bon après-midi. Alors où va-t-on avec ces 12 milliards de tonnes équivalent CO2 qui seraient en 2050 l'objectif raisonnable des scientifiques? Alors, ça veut dire que si on est 6 milliards d'habitants sur la planète, on devrait être un peu plus en 2050, il faudrait que chaque habitant sur la planète émette 2 tonnes par an et par habitant de CO2. Aujourd'hui, en France, on est autour de 5-6 tonnes par an. Aux États-Unis, on est à 20 tonnes par an. Sachant que les pays les plus pauvres, on ne peut pas leur demander de réduire leurs émissions de CO2. Il y a aussi un principe d'équité entre les pays. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudrait en gros que la France puisse être aujourd'hui à 1,5-2 tonnes par an et par habitant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous faites un aller-retour Paris-New York, vous avez déjà pris 1 tonne pour un passager, et vous vous déplacez en automobile en France, en moyenne, vous émettez 1,2-1,4 tonnes de CO2 par an et par habitant, simplement en vous déplaçant, et ensuite vous restez chez vous, sagement, sans émettre de CO2 en plus. Ce que je veux vous montrer, c'est l'ampleur. C'est-à-dire, d'un côté, les politiques qui vous annoncent qu'en France, on veut du facteur 4, on veut de la neutralité carbone, on veut diviser et réduire de 80-90% nos émissions de CO2. Ça, c'est le politique. Derrière, c'est des chiffres très concrets. C'est-à-dire que si on veut, en 2050, c'est dans 30 ans, avoir des habitants en France qui émettent 1,5 tonnes de CO2 par an et par habitant, ben voilà ce qu'il faut faire. Il faut s'arrêter de se déplacer en avion, et puis il faut évidemment arrêter de se déplacer en automobile. On reviendra sur cette question, bien entendu. Alors, premier point, l'échec des conférences des partis. Je vous ai mis ici, alors peut-être vous ne le voyez pas trop, l'ensemble des sommets internationaux. Alors j'ai envie de dire, on a eu la COP 3 à Kyoto, qui a marqué un peu les esprits. Puis vous avez eu la COP 21, 21e du nom. Vous voyez Laurent Fabius, très fier de clôturer la COP en disant cette COP 21 est un franc succès. Depuis, il y a eu 3 COP. Et j'ai envie de dire, rien sous le soleil. Rien parce que, j'ai envie de dire, ces 24 conférences des partis ont accouché d'une souris. Et quand je dis d'une souris, c'est pas pour dire que, pas pour dire plus. Alors bien sûr qu'il y a une volonté internationale affichée. Vous regardez ce qui ont été les 2 principes importants qui ont été déclarés au sommet de la Terre à Rio, qui est l'une des premières conférences internationales importantes en 1992. Premier principe, le principe de précaution. Et à Chrome, quand on gère le risque, on sait ce que c'est le principe de précaution. L'idée, elle est très simple, c'est de dire, attention, évidemment, on a une absence de certitude scientifique. Bien sûr qu'on n'a pas vécu 5 degrés d'augmentation sur des périodes aussi courtes. Donc on n'a pas l'expérience. Ce que dit le principe de précaution, c'est que l'absence de certitude scientifique ne doit pas justifier l'absence de politique. C'est-à-dire qu'il faut clairement mettre en place les politiques pour éviter d'être sur des trajectoires catastrophes qui ne sont pas certaines, mais qui sont susceptibles d'arriver et de provoquer des dommages très très importants sur la planète,
avec des conséquences sur l'humanité très importantes. C'est un principe très fort, le principe de précaution. Question, est-ce qu'aujourd'hui le principe de précaution est respecté? J'en suis pas convaincu. Et puis ensuite, un deuxième principe, le principe du pollueur-payeur. C'est-à-dire, ce sont les pays qui ont émis des gaz à effet de serre, les pays les plus riches, qui doivent, à un moment donné, mettre en place les politiques contraignantes de lutte contre le réchauffement climatique. Ça, c'est les deux premiers principes qui, je veux dire, sont le fil conducteur des 24 COP qui ont, comme je vous l'ai dit, accouché d'une souris. Et puis, il y a eu un accord contraignant qui a été signé en 1997 à Kyoto, la COP 3, la troisième de ce nom, où on s'est dit, incroyable, hein, les pays, les États membres, les pays les plus riches s'engagent sur des objectifs chiffrés. Moins 5% entre 1992 et 2012. Moins 5%. Et ils n'ont pas été capables de le respecter. Aujourd'hui, les objectifs des pays les plus riches, c'est moins 80% sur 30 ans. Donc vous voyez hein, l'écart dans les objectifs qui sont fixés. Et j'ai mis son véritable succès. Et j'ai envie de dire, l'échec était prévisible. Alors pour les juristes, il était prévisible parce que, évidemment, on n'a pas d'autorité supranationale contraignante qui va à un moment donné contraindre les pays à respecter des accords chiffrés. Et puis en économie, peut-être en AES, vous l'avez étudié, le problème du passager clandestin. Quand vous avez le réchauffement climatique qui n'a pas de frontières et qu'à un moment donné, les pays savent très bien que s'ils mettent en place des politiques publiques, elles vont profiter à l'ensemble de la collectivité, bien entendu, et que ceux qui ne participent pas financièrement à cette lutte contre le réchauffement climatique vont pouvoir en profiter, on est dans ce qu'on appelle en économie un bien collectif, et un bien collectif, le seul moyen pour qu'il puisse être pris en compte par l'ensemble de la collectivité, c'est qu'il soit géré par une autorité supranationale. Sinon, on a un comportement de passager clandestin, c'est comme cela que les économistes l'appellent, non très évocateur, pour par exemple évoquer le comportement de George Bush, hein, qui n'a pas ratifié le protocole de Kyoto qui avait été signé par son prédécesseur Bill Clinton avant 2001, ou de notre ami Donald, hein, qui n'a pas cru bon hein, d'être sur les engagements que les Américains avaient pris. Alors, les pollueurs sont les payeurs, que les choses soient bien claires. Vous entendez peut-être partout que la Chine est le premier pollueur de la planète, et que les Américains, finalement, sont comme les autres. Vous regardez ce chiffre, hein, et vous avez ce qu'on appelle les empreintes CO2 par habitant. Qu'est-ce qu'on calcule? On va calculer les émissions de CO2 non pas sur le territoire américain, mais les émissions de CO2 qui sont liées au mode de vie, au mode de consommation d'un Américain, d'un Français, d'un Chinois. Et là, ça se passe de commentaires. Les États-Unis d'Amérique, si vous prenez les émissions de CO2 des Américains, que leur consommation et leur comportement entraînent, vous êtes autour de 23 tonnes par an et par habitant. Vous voyez l'objectif hein, de 2 tonnes par an et par habitant. Si vous prenez la Chine, eh bien là, on est autour de 3 tonnes par an et par habitant, mesuré en empreinte carbone. Donc à un moment donné, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Oui, aujourd'hui, ce sont les pays riches qui émettent le plus de CO2 par habitant et dont le mode de consommation et le mode de vie entraînent l'empreinte carbone la plus importante. Alors, face à l'échec des conférences des parties, les États ont réagi. Alors ils ont réagi, en tout cas, ils prévoient de réagir. Objectif France 2050, on est passé d'un objectif qui était inscrit dans la loi POP, hein, la planification énergétique, hein, qui était de dire on va baisser de 75% nos émissions de CO2 en 2050, vous voyez l'ampleur du travail, à la loi transition énergétique croissance verte de 2015, dans laquelle on annonce une neutralité carbone pour 2050. C'est-à-dire, en 30 ans, une baisse de 90% des émissions de CO2, excusez-moi, je suis obligé de sourire. Neutralité carbone, alors qui est aussi voulue par l'Allemagne, puisque l'Allemagne annonce une baisse de 80 à 90% d'ici 2050, le Royaume-Uni, bref, tout le monde annonce hein, des baisses absolument drastiques des émissions de CO2 sur la planète. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les contraintes vont devenir de plus en plus fortes pour les pays les plus riches, et notamment les États membres de l'Union européenne. Et notamment avec un concept que les économistes connaissent bien, en disant, puisqu'on a mis en place le principe du pollueur-payeur, eh bien celui qui émet du CO2 va contribuer à la dégradation de l'environnement pour les générations futures, et donc il est normal qu'il en assume les coûts et les nuisances. Et l'objectif de l'économie, c'est de dire, réintégrant dans le prix des biens, le contenu CO2, c'est-à-dire l'ensemble des nuisances que les pollueurs vont émettre et vont faire supporter à l'ensemble de la collectivité
et en particulier aux générations futures. Les économistes appellent ça le signal prix, de dire il faut restaurer la vérité des prix. Il faut que dans le prix des produits, dans les prix des mobilités, dans les prix du quotidien, on intègre aussi l'ensemble des nuisances avec cette fameuse valeur carbone. Ce qui explique, alors je pourrais revenir sur le mouvement des Gilets jaunes, mais ce qui explique bien évidemment la mise en place de taxations carbone de plus en plus fortes, avec une contribution climat-énergie qui a été mise en place en 2014 à 7 € la tonne et qui est prévue, même si pour l'instant elle est stoppée, qui est prévue pour atteindre en 2030 100 € la tonne de CO2 et qui va évidemment entraîner une augmentation très importante des prix des carburants. Alors, dans tous les pays d'Europe, dans tous les pays riches, on va mettre en place des contraintes carbone de plus en plus fortes et que ces contraintes carbone, il y a un vrai risque. Je viens de vous dire que le problème était planétaire et qu'il n'était pas national. Donc il y a un vrai risque qu'après avoir vu le dumping social, qu'après avoir vu le dumping fiscal, eh bien on se retrouve avec un dumping environnemental. C'est-à-dire que les entreprises qui seront de plus en plus taxées au niveau carbone aient un intérêt à se délocaliser vers ce que les économistes appellent des paradis de pollution, des havres de pollution, dans lesquels il n'y a aucune réglementation carbone et dans lesquels elles pourront émettre du CO2 tranquillement pour réexporter leurs produits vers les pays les plus riches. Ce qui pose évidemment la question d'un dumping environnemental qui prendrait la suite du dumping social et dumping fiscal qu'on a pu observer, où les entreprises se sont délocalisées pour optimiser, d'un point de vue logistique, leurs profits et pour avoir, à un moment donné, à subir le moins de contraintes fiscales ou sociales. Alors, ça nous renvoie à un débat économique qui est très intéressant. Il y a un économiste que peut-être vous connaissez, qui s'appelle Kuznets, qui a mis en place ce qu'on appelle les courbes environnementales de Kuznets, et qui reprend ce que disent les économistes. Pour s'intéresser à l'environnement, quelque part, il faut être riche. Il faut avoir les moyens, parce qu'un pays pauvre, sa priorité, c'est de s'intéresser à l'alimentation de ses populations, aux besoins essentiels, et qu'on ne peut s'intéresser à l'environnement que quand on atteint un certain niveau de richesse. Ce qui explique évidemment les réglementations environnementales très sévères qu'on a vues se développer dans les pays les plus riches. Mais en même temps, lorsqu'on regarde d'un peu plus près, cette courbe de Kuznets, on se rend compte qu'elle est très faussée. Pourquoi? Parce que finalement, les pays riches apparaissent comme étant les protecteurs de l'environnement local, mais quelque part depuis des années, sont allés délocaliser leurs industries pour produire et polluer dans des havres de pollution, dans des paradis de pollution, et ensuite continuer à avoir des modes de vie qui sont extrêmement nuisibles du point de vue des émissions de CO2. Et donc, quelque part, les pays riches protègent leur environnement local sur leur territoire, mais vont dans des refuges de pollution, émettre du CO2, émettre des pollutions dans des pays dans lesquels il n'y a aucune contrainte particulière. Et ça renvoie avec les émissions de CO2 dont je parlais tout à l'heure. Si vous prenez les émissions de CO2 de la France sur le territoire français, 2017, un chiffre du ministère de l'Environnement et de l'Énergie, on est à peu près à 5 tonnes de CO2 par an et par habitant en France. Si vous prenez l'approche empreinte, on est à peu près à 8,5. Donc vous voyez la différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez le mode de vie d'un Français, sa manière de se déplacer, sa manière de se nourrir, sa manière de consommer des biens, il émet à peu près 8,5 tonnes de CO2 par an et par habitant. Si vous prenez l'approche territoire, c'est-à-dire le calcul des émissions de CO2 sur le territoire français, on n'est plus qu'à 5 tonnes. Donc vous voyez la différence, et qui montre bien qu'à un moment donné, eh bien une grande partie des produits qu'on consomme, ils viennent de l'extérieur et ils émettent évidemment beaucoup de CO2. Donc à partir de cette conclusion assez simple, eh bien les économistes se sont dit, mais pourquoi ne pas mettre en place une taxation aux frontières en fonction du contenu CO2 des produits qui seraient importés? L'idée étant très simple. Mettons en place une taxe aux frontières qui permettrait de faire payer beaucoup plus cher des pays qui sont transportés sur des milliers de kilomètres, qui ont fait le tour de la planète pour des questions d'optimisation fiscale, d'optimisation sociale, d'optimisation environnementale, redonnant de la vérité au prix et intégrant dans le prix des produits
le contenu CO2 et notamment sur les déplacements de ces produits qui sont transportés sur des distances très importantes. Parce qu'évidemment, la cohérence qui est la vôtre aujourd'hui, qui est la nôtre aujourd'hui, de dire on va pouvoir s'habiller tranquillement en payant des produits très peu coûteux, eh bien ces produits dans le textile, dans l'alimentation, ils ont d'abord fait 3 ou 4 fois le tour de la planète avant d'arriver dans votre assiette ou d'arriver dans votre armoire. Ce qui est une incohérence du point de vue de l'écologie. Et l'idée des économistes, c'est de dire redonnant de la vérité sur les prix et intégrant dans les prix des produits le contenu CO2. Alors bien sûr, et ça sera l'occasion d'en débattre avec vous, si vous avez des questions, cette taxation CO2, elle va poser des problèmes, notamment la taxation aux frontières. D'abord, ça va renchérir le prix des produits importés. Et donc les économistes commencent à dire, mais le pouvoir d'achat des individus va baisser, bien évidemment, puisque si les prix des produits augmentent, ben on risque d'avoir les populations les plus fragiles qui vont être encore impactées. Et donc ce qui commence à être proposé, c'est un système de bonus-malus, en disant évaluons le contenu CO2, faisons payer très cher les produits qui ont un contenu CO2 très important, notamment ceux qui ont été transportés sur de très longues distances, et subventionnant, à partir des recettes de la taxe, les produits qui ont été fabriqués localement et qui sont des produits de saison. Les fraises qui arriveront de l'autre bout de la planète que vous mangerez au mois de décembre coûteront très cher, et puis les produits de saison que vous consommerez et qui ont été produits localement seront subventionnés parce que leur contenu CO2 sera plutôt très très faible. Alors, ça pose aussi des questions d'évaluation du contenu CO2 des produits. Ces questions sont assez bien traitées puisque l'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie a déjà une expertise pour évaluer le contenu CO2. Ça pose des questions aussi de la compatibilité avec les règles d'organisation du commerce international. Il y a une jurisprudence qui permet aujourd'hui de dire clairement, si on met en place une taxation aux frontières, l'article 20 du GATT permettra de mettre en place cette taxation aux frontières, sans avoir remise en cause par l'Organisation mondiale du commerce. Et puis, évidemment, c'est aussi une perte de compétitivité pour les pays exportateurs, notamment les plus pauvres, des pays qu'on a orientés vers des cultures d'exportation, et à qui on va dire aujourd'hui, écoutez, vos haricots verts, si je prends le Kenya par exemple, vous produisez des haricots verts, c'est super. Mais par contre, désolé, maintenant, on va mettre une taxe carbone qui fait que vos haricots verts, ils vont intéresser plus personne parce qu'ils seront trop coûteux. Donc il va falloir aussi qu'on ait une solidarité internationale qui permette d'aider ces pays à se mettre aussi à des technologies vertes, à se tourner vers des cultures beaucoup plus vivrières et à être moins dépendants de l'extérieur dans les exportations. Alors, en conclusion, parce que je vois que j'ai dépassé le temps et j'en suis désolé, les économistes ont-ils la solution pour lutter contre le réchauffement climatique? J'essaye d'y croire. Je vous invite à aller voir Jean-Marc Jancovici, alors qui est un scientifique, lui pour de bon, et qui, lui, est beaucoup plus nuancé, pour ne pas dire très pessimiste. Alors il est très pessimiste d'abord par rapport à ces courbes. Ces courbes, qu'est-ce qu'elles vous montrent? Elles vous montrent le lien depuis des années et des années entre les émissions de CO2 et la croissance mondiale. C'est-à-dire que si on veut réduire les émissions de CO2 aujourd'hui, il faut malheureusement réduire aussi cette accumulation des richesses et la croissance. Vous avez en rouge et en vert les deux courbes du PIB mondial et des émissions de CO2 sur la planète. Vous voyez l'inflexion en 2008, crise économique, les émissions de CO2 diminuent. Et à l'époque, on voyait des articles complètement aberrants qui disaient « Super, sur la planète, on voit l'efficacité des politiques mises en place, les émissions de CO2 diminuent, on a des pays qui prennent en compte l'environnement. » Ce n'est que le produit fatal de la croissance qui, diminuant après 2008, a permis de diminuer les émissions de CO2. Et puis une autre diapositive qui m'inquiète aussi, celle que Jean-Marc Jancovici, lors de sa venue à Montpellier, nous a montrée. À gauche, vous avez la carte de l'Europe il y a 20 000 ans. Et il y a 20 000 ans, il y avait 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Et lorsque vous regardez la configuration de l'Europe climatique, et je ne suis pas un scientifique, donc je parle évidemment en son nom quelque part, mais vous regardez l'Europe à gauche de cette carte, vous avez, on va dire, la Manche qui n'existe pas, et vous avez 3 km d'épaisseur de glace. C'est-à-dire que moi, ce qui m'inquiète, c'est quand on regarde les prévisions des scientifiques qui parlent de 3 degrés, 5 degrés d'augmentation des températures sur un siècle, effectivement, quand je compare sur ces 5 degrés de température en moins qu'on avait il y a 20 000 ans sur la planète, il y a de quoi être inquiet et de poser une question que je trouve très pertinente, et je renvoie la balle aux sciences, aux spécialistes de la science politique. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut lutter efficacement contre le réchauffement climatique en gardant nos démocraties
c'est-à-dire en gardant la liberté, notamment la liberté de se déplacer, la liberté de consommer comme on veut. C'est une vraie question qu'il faudra penser à nos gouvernants pour que notre planète demain puisse arriver en bon état pour nos générations futures. Même si on est pessimiste, il est urgent d'intervenir. Alors j'ai envie de reprendre une phrase d'Edgar Morin que je trouve très significative et qui dit: à force de sacrifier l'urgence pour l'essentiel, on finit par oublier... Alors non, à force de sacrifier l'essentiel pour l'urgence, on finit par oublier l'urgence de l'essentiel. Oui, l'essentiel, c'est le réchauffement climatique et il est grand temps de s'y intéresser. Je vous remercie. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On doit avoir un micro vers le haut. Donc vous levez la main pour qu'on vous identifie. Bonjour, oui c'est bon. En fait, moi je voulais savoir du coup sur les entreprises, qu'est-ce qui est en place comme taxe actuellement, au-delà de la taxation aux frontières? Alors vous avez un marché du CO2 qui a été mis en place en Europe et qui permet de mettre en place des quotas d'émissions de CO2 pour les plus grosses entreprises, celles qui... on a pris les sites industriels les plus émetteurs de CO2 en Europe. Il y a à peu près 11 500 sites en Europe, c'est 1200 sites industriels en France. Et on a mis des quotas d'émissions de CO2 que les entreprises doivent respecter. Alors le gros souci de cet instrument-là, j'en ai pas parlé, c'est que les quotas ont été distribués à trop grande envergure, on va dire, et que donc du coup l'excès de quotas fait que pendant très longtemps le prix du CO2 pour les entreprises était autour de 5 € la tonne. Alors on a mis en place des instruments correctifs qui permettent aujourd'hui de quelque part rendre plus contraignant encore l'utilisation de ces marchés de permis d'émissions négociables et qui ont permis à la tonne de CO2 aujourd'hui d'être autour de 20 € la tonne de CO2. Donc ça c'est la partie marché du CO2 qui impacte les entreprises les plus émettrices de CO2. Et puis de l'autre côté, vous avez la taxe carbone dont j'ai parlé, la contribution climat-énergie, qui touche essentiellement les produits fossiles, et notamment sous forme de taxe indirecte. Lorsque vous avez la taxe sur les carburants, eh bien la contribution climat-énergie est venue se rajouter à la taxe intérieure sur la consommation des produits énergétiques qui existait déjà auparavant, et qui représente... Alors si vous prenez la taxation carbone, c'est 50 € la tonne à peu près actuellement. Alors elle doit atteindre 100 € la tonne. Si vous prenez la taxe intérieure sur les consommations de produits énergétiques qui existait auparavant, qui était une taxe pour collecter des recettes, clairement, elle représentait à peu près 200 € la tonne de carbone. C'est-à-dire si on la ramène à la tonne de carbone, ça correspond à 200 € la tonne. Donc vous voyez qu'on a rajouté 50 € à 200 €, sachant que là encore, est-ce que c'était judicieux de taxer le carburant encore plus, alors qu'on est sur des usages captifs de ces carburants, et que quelque part, on le sait, ce n'est pas l'instrument le plus efficace pour changer les comportements. Parce que la taxe est indirecte et qu'elle est inclue dans le prix final, donc il y a une très mauvaise lisibilité de cette taxe. Merci. Une autre question ?